scientifique, c'est de comprendre l'origine de l'univers. Avant les années 70, c'était la rotation de la Terre sur elle-même qui permettait de mesurer le temps. À cette époque, quelle place occupaient les femmes? Donc, il y avait l'astronome et son assistant qui faisaient les observations. Et les femmes, elles faisaient les calculs. On les appelait les calculatrices. La prochaine grande question, qui est en fait une question assez sociétale aussi, de savoir que sommes-nous seuls en ce moment dans l'univers ou pas. Céline Rélé, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre tour de contrôle, en quelque sorte, l'Observatoire de Besançon sur le campus. Vous êtes astronome, spécialiste de la Voie lactée et des naines brunes, ces astres méconnus car difficiles à détecter du fait de leur faible luminosité. Vous avez été très occupé ces 25 dernières années par la mission européenne Gaïa, ce télescope spatial qui a permis de construire la plus grande et la plus précise carte de notre galaxie. Vous occupez aussi un poste de direction au CNRS. Vous êtes une femme, une scientifique, mais aussi une maman de 3 filles. On verra pourquoi c'est important pour vous de le préciser. Avec vous, on va parler de ce qui vous a mis sur la voie des étoiles, de vos contributions scientifiques. Mais d'abord, Céline Rélé, est-ce que vous pouvez nous raconter votre tout premier souvenir d'observation d'étoiles? Alors ça remonte, je pense, quand j'étais assez jeune, en vacances dans le Beaujolais chez mes grands-parents, et parfois mon grand-père sortait sa petite lunette et nous faisait observer, je me souviens, de la Lune. Et voilà, c'était un moment assez sympathique avec les cousins, où on avait le droit de rester un petit peu plus tard pendant la soirée. Et, donc je pense que c'est mon premier souvenir de lien avec les étoiles. Alors Céline Rélé, rien ne vous prédestinait à une carrière dans les étoiles, plus jeune. Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'aurais bien aimé être dans des métiers plutôt artistiques ou décoration, ou architecture, ce genre de choses. Mais je ne savais pas dessiner une maison ni rien du tout. Donc je me suis auto-censurée, on va dire, vers ces métiers-là. Bon, il y a peut-être un lien à trouver avec l'art, en tout cas, parce que finalement, vous avez embrassé des études scientifiques, vous avez boudé les classes prépa pour préférer la faculté, une licence de mathématiques, puis une maîtrise de physique, achevée à Besançon en 1995, avant un doctorat en astrophysique. Alors, vous auriez pu être professeur de maths physique, finalement. Pourquoi les étoiles ? Alors effectivement, j'aimais beaucoup les maths, surtout les mathématiques, et je ne me voyais pas faire de la recherche en mathématiques. Il fallait qu'il y ait un petit peu un lien avec la nature. Alors la géophysique m'intéressait aussi, mais encore une fois, c'était vraiment vers les maths que j'étais la meilleure. Et voilà, j'ai réfléchi. Bon, c'était en terminale, quand il fallait se décider sur son orientation. Du coup, assez naturellement, je suis allée vers l'astronomie. Pour vous, c'était un peu trop abstrait, les maths, c'est ce que vous dites? Oui. Et comment on devient justement astronome? Eh ben, on devient astronome en faisant une thèse, donc un doctorat. Donc 5 ans. Déjà, le doctorat, on commence 5 années après le bac, donc après des études de mathématiques ou de physique. Et donc c'est 3 années de travail de recherche dans un laboratoire, en fait, la thèse dirigée par une personne, par un chercheur. Et à l'issue de cette thèse, on a les diplômes pour passer des concours pour devenir chercheur ou chercheuse en astrophysique. Donc une fois qu'on a le doctorat, qu'on a passé la thèse, il faut ensuite passer ce concours. Ça a été long? Je l'ai passé 3 années de suite. 3 années de suite. Donc là, il y a une période qui est un peu difficile parce que on cherche ce qu'on appelle des post-doctorats. Donc c'est des contrats à durée déterminée qui sont souvent à l'étranger. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un post-doctorat du CNES qui m'a permis de rester ici pendant 2 années. Et puis après, j'ai eu un post-doctorat à l'Observatoire de Genève. Donc là, c'était un peu plus compliqué puisque j'étais déjà mère d'une petite fille et j'étais enceinte de la 2e. Donc voilà, faire les allers-retours sur Genève en semaine, c'était pas évident. Mais heureusement pour moi, j'ai eu le concours. J'ai passé que très peu de temps puisque j'ai eu le concours d'astronome. Alors, une fois que vous avez passé, une fois que vous devenez astronome, on vous imagine derrière des instruments, peut-être des instruments comme on voit ici, mais en fait pas du tout. C'est quoi votre quotidien? C'est quoi votre poste de travail?
Un ordinateur. Voilà. Rien de monumental comme on voit ici. Non, en fait, déjà, il y a énormément de données qui sont accessibles, auxquelles on a accès sans observer. Et il m'est arrivé quand même d'aller dans des observatoires pour observer. Alors, on n'observe pas à Besançon. Hein. L'instrument ici, il a été utilisé, la lunette, jusque dans les années 80, mais pour faire la science. Mais maintenant, c'est plus du tout ce type d'instrument qu'on utilise. Donc, c'est des grands télescopes qui sont soit dans la cordillère des Andes au Chili ou à Hawaï, ou il y en a aussi aux îles Canaries. Bon, il y en a en France encore qu'on utilise, qui sont à l'Observatoire de Haute-Provence, et puis dans les Pyrénées, le Pic du Midi. Mais voilà, donc il m'arrive aussi d'observer. Et donc là, on se déplace pour quelques nuits et on revient avec des données qui nous occupent, qui peuvent nous occuper les 3 années qui suivent. Donc vous avez pu voyager aussi dans d'autres continents. Oui. Donc ça faisait aussi partie d'un côté assez sympathique du métier, de pouvoir voyager, même si c'est jamais des vacances, mais quand même, ça permet de découvrir des lieux assez exceptionnels. Et voilà. Quand on est au sommet d'un volcan à 3200 mètres à Hawaï, c'est un paysage un peu particulier qu'on n'a pas la chance de voir tout le temps. Quel est justement le plus bel endroit pour observer, selon vous? C'est là-bas. Ouais. C'est là-bas. Ensuite, les comètes, c'était les comètes qui étaient au centre de vos premières recherches. Je ne vais pas citer l'intitulé de votre thèse, mais pourquoi ces corps célestes sont intéressants? Qu'est-ce qui nous aide à comprendre? Ils nous aident à comprendre l'origine de nos systèmes solaires. Donc le Soleil, les planètes se sont formées il y a environ 4,5 milliards d'années. Au départ, c'était un fragment d'un immense nuage de gaz et de poussière dans la Voie lactée. On appelle des nuages moléculaires, des nébuleuses. Et cet immense nuage se fragmente et chaque petit fragment va s'effondrer pour former une étoile au centre. Et éventuellement, il y a un disque qui se forme aussi de gaz et de poussière autour de cette étoile. Et dans ce disque se forment d'abord des poussières qui coagulent, qui donnent des choses de plus en plus grandes, jusqu'à arriver à des comètes ou des astéroïdes qui ont quelques kilomètres, dizaines de kilomètres en taille. Et ensuite, ces comètes astéroïdes peuvent encore se coaguler, on va dire, pour former les planètes. Et donc les comètes sont formées loin du Soleil, donc c'est des petits corps glacés. Elles ont peu évolué depuis leur formation parce qu'elles sont protégées de la chaleur du Soleil. Et quand on les étudie, ça aide à remonter à la composition en fait, du disque à partir duquel les planètes se sont formées. Donc ça nous aide à comprendre l'origine de la formation de notre système solaire, en gros. Oui, et voilà, de quoi il était fait au moment de sa formation, quelles étaient les molécules primitives à l'origine du système solaire. Ensuite, vous vous êtes éloigné de ces comètes pour vous intéresser aux étoiles. L'Agence spatiale européenne a lancé en 2013 la mission Gaïa. C'était une mission très très attendue par tous les chercheurs et chercheuses du monde entier. Pourquoi? Elle a révolutionné la vision de notre galaxie. Oui, c'est le deuxième, c'est ce qu'on appelle un satellite astrométrique. C'est le deuxième satellite astrométrique. En fait, ce Gaïa succède à Hipparcos, qui a été aussi qui a été lancé dans les années 80 et qui a observé jusqu'en 89 et qui a été vraiment un grand succès. Il y avait beaucoup d'équipes françaises en fait impliquées dans la construction d'Hipparcos. Enfin, la construction, la définition des instruments, des chaînes de traitement. Et l'astrométrie, c'est la mesure des positions et des mouvements des astres, des étoiles. Et notamment, il y a la mesure de la distance, donc entre la distance qui nous sépare de l'étoile, qui est une mesure très difficile à faire. On le fait par un effet de parallaxe, en fait, comme la Terre tourne autour du Soleil, on a l'impression, depuis la Terre, que l'étoile fait un petit mouvement en un an, un petit mouvement circulaire. Donc c'est juste parce c'est l'observation de notre point de vue.
Donc c'est un effet de ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Et cet angle, ce petit mouvement de l'étoile, elle est directement reliée à la distance entre l'étoile et nous. Plus l'étoile est proche, plus il est grand, et plus l'étoile est lointaine, plus ce mouvement est faible. C'est comme quand vous êtes en voiture, vous allez voir les arbres, vous avez l'impression que les arbres qui sont juste à côté de la voiture se déplacent très vite, et puis le poteau électrique qui est plus loin, il se déplace un peu moins vite, et puis la montagne qui est beaucoup plus loin, se déplace encore moins vite. Donc c'est cet effet-là. Et donc ça, c'est une mesure qui est très difficile à faire parce que les mouvements sont minuscules, donc il faut des instruments très précis. Et depuis la Terre, depuis le sol, on arrive à faire cette mesure pour environ 6000 étoiles. Parce qu'après, on est gêné par l'atmosphère terrestre qui bouge en fait, qui rend les images plus floues, donc les mesures de position moins précises. Et donc, il faut sortir de l'atmosphère terrestre pour faire ces mesures de manière très, très précise. Donc c'est là que Gaïa est une révolution. Alors d'abord Hipparcos, oui, qui a fait une première révolution en mesurant des distances de 120 000 étoiles. Voilà, donc on passe de 6 000 à 120 000, c'est déjà. Et puis ensuite Gaïa qui a mesuré des distances pour presque 2 milliards d'étoiles. 2 milliards d'étoiles, c'est gigantesque et en même temps, c'est très peu. On estime qu'il y a environ entre 150 et 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, qui est une galaxie parmi centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Oui, ça m'amène à cette question. Comment on fait dans le quotidien pour à la fois être les pieds sur terre, avoir son petit quotidien, boire du café, etc. et naviguer au milieu de milliards d'étoiles, étudier dans ces proportions-là, dans cette dimension-là gigantesque? Alors on manipule, donc comme je le disais, on travaille sur l'ordinateur, on manipule des chiffres en fait. Hein. Alors bon, qu'ils aient plein de zéros, enfin qu'ils soient très grands ou très petits, ça change pas. Finalement, ça change pas grand-chose. On mentalise pas qu'on est en train de manipuler un fichier. Sur 15 000 étoiles en même temps. 15 000 étoiles en même temps, ou plusieurs cette centaines de milliers. Oui. Pourquoi on appelle notre galaxie la Voie lactée d'ailleurs? Quel rapport avec le lait? On est à l'intérieur, en fait, une galaxie comme la Voie lactée. C'est une galaxie spirale, donc avec une partie un peu renflée au centre, et puis quelque chose d'assez plat, un peu comme une soucoupe volante, et avec un disque autour. Et nous, on est le Soleil, et nous, le système solaire, nous sommes dans ce disque, à l'intérieur de ce disque. Et du coup, on voit, en fait, ce qu'on voit, c'est sur le ciel, sur la voûte céleste, c'est la projection de ce disque. Et donc, ça fait comme un chemin qui traverse le ciel, donc une voie, avec un aspect laiteux. La grande majorité des étoiles sont dans ce disque. Donc, si on regarde avec des jumelles, on voit que ce sont en fait plein d'étoiles qui font cette lumière, mais à l'œil nu, on la voit avec un aspect laiteux. Et alors, la Voie lactée, ça a été le nom qu'on a donné à cette trace lumineuse dans le ciel. C'est aussi le nom de la galaxie tout entière, pas seulement la projection du disque de la galaxie sur la Voie lactée. Qu'est-ce qu'on se dit quand on fait partie de ces 400 chercheurs et chercheuses qui travaillent à la compilation, la fabrication des encyclopédies galactiques, de ces cartes de notre galaxie? Est-ce qu'on se dit que c'est quelque chose de vertigineux qui nous dépasse? Est-ce qu'on se dit qu'on est un petit maillon d'une chaîne immense, ou qu'on contribue à fabriquer l'histoire des sciences de demain? Alors on se dit qu'on a un petit maillon, voilà, on apporte une petite pierre, enfin toute petite, à l'édifice, parce qu'effectivement c'est un consortium qui est vraiment énorme. Voilà, une mission spatiale, c'est entre le moment où on commence à l'imaginer, donc là, dès la fin d'Hipparcos, les scientifiques réfléchissaient à l'après-Hipparcos. Donc entre le moment où on commence à l'imaginer, donc c'était dans les années 90, jusqu'au fait que ça soit accepté par l'agence, donc là, en l'occurrence l'agence spatiale européenne, dans les années 2006, je crois. Et puis ensuite que ce soit fabriqué, lancé en 2013. Après, il y a eu 10 années d'observation. Et encore maintenant, on est encore en train de traiter en fait les 5 premières années d'observation.
Voilà, donc là, ça va vous donner du travail encore pour combien de temps Alors, on vise 2031, 2032 pour vraiment la publication finale des 10 années d'observation. Et après, il y a de quoi s'occuper pendant 50 ans avec l'exploitation de ces données. Est-ce que ça vous fait rêver les missions spatiales comme Thomas Pesquet en a fait plusieurs? Est-ce que quand on est astronome, on en rêve ou pas du tout? Moi, j'aimerais bien aller faire un petit tour sur la Station spatiale internationale ou sur la Lune. Ça peut être bien aussi, mais bon. Je le ferai pas, mais oui, je pense que c'est impossible. Ça doit être assez impressionnant en fait de voir la Terre d'en haut là, toute petite. Depuis un an, vous travaillez sur Euclide. C'est un autre satellite spatial qui permet d'observer d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment le but scientifique d'Euclide, c'est d'observer. Donc il observe une grande partie du ciel avec une très grande sensibilité, ce qui permet de détecter des astres qui sont très peu lumineux. Et il observe aussi dans le proche infrarouge. Et en fait, ça c'est la recette idéale pour détecter ces fameuses naines brunes qui sont des étoiles, qui ne sont pas des étoiles en fait. Elles ne sont pas suffisamment grosses pour briller autant que les étoiles, pour démarrer les réactions nucléaires au cœur et puis et briller comme les étoiles. Et du coup, elles sont relativement froides, entre quelques centaines et quelques milliers de degrés à la surface. La première naine brune a été détectée il y a 30 ans, il y a pile 30 ans. Donc, pourquoi c'est intéressant de les étudier, ces naines brunes? C'est intéressant pour plusieurs aspects. Donc déjà, comprendre combien il y en a, quelle est leur part dans la composition de la Voie lactée, de notre galaxie. Donc les couches externes sont très froides, donc du coup il y a des phénomènes physiques qui se produisent, la formation de nuages, la condensation, des choses comme ça. Et qui sont de la physique qui est peu connue en fait. On est dans des conditions pas forcément connues. Donc c'est un laboratoire aussi pour progresser dans la physique. Et puis ensuite, elles font vraiment le lien entre les étoiles et les planètes géantes gazeuses comme Jupiter. Donc ces planètes, on en découvre, des exoplanètes, on en découvre autour d'autres étoiles, autres que le Soleil. Je crois qu'on doit être à peu près à 8000 exoplanètes découvertes aujourd'hui. Mais en général, on les découvre parce qu'elles perturbent l'étoile. Soit elles passent devant l'étoile, ça fait une petite baisse de luminosité. Enfin, vu depuis l'observateur, ça elle passe devant l'étoile, donc ça fait une petite baisse de luminosité de manière périodique, à chaque fois qu'elle passe devant l'étoile. Ou alors, comme elle tourne autour de l'étoile, en fait, ça fait aussi un petit peu bouger l'étoile par des effets gravitationnels. Et ce petit mouvement de l'étoile, c'est aussi quelque chose qu'on peut détecter. Et beaucoup plus rarement, on arrive à faire une image avec l'étoile et puis à côté un petit point qui est l'exoplanète. Donc l'exoplanète, c'est très difficile à observer de manière détaillée parce qu'elle est noyée dans la lumière de l'étoile qui brille énormément. Et du coup, quand on observe ces naines brunes qui ressemblent à ces exoplanètes géantes gazeuses, qui sont isolées dans la Voie lactée, on n'est pas gêné par la lumière de l'étoile pour aller faire des observations plus poussées. Le but scientifique, c'est plutôt de comprendre l'origine de l'univers, comment l'univers s'est formé, le Big Bang, ensuite l'expansion, avec toutes ces histoires de questions sur ce qu'on appelle la matière noire ou l'énergie noire. Quand on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça noir. On est, Céline Rédé, aujourd'hui dans le pavillon de la lunette méridienne. À une époque, les femmes n'avaient pas vraiment leur place dans les observatoires. En tout cas, elles n'avaient pas la place que vous pouvez avoir aujourd'hui. Expliquez-nous quelle place avaient les femmes à cette époque, au XIXe siècle, à l'époque de cette lunette? C'est vrai qu'elles étaient... Alors effectivement, il n'y avait pas de femmes astronomes. Ici à Besançon, cette lunette... Alors déjà, s'il y a un observatoire à Besançon, c'est parce que c'était la ville où on fabriquait les montres. Et en fait, l'heure se fait dans les observatoires, le temps se fabrique dans les observatoires. Aujourd'hui, à travers des horloges atomiques, mais avant les années 70, c'était la rotation de la Terre sur elle-même qui permettait de mesurer le temps. Donc on observait une étoile un soir
quand elle passe pile sur l'axe méridien, l'axe nord-sud. Et puis le lendemain, on réobservait la même étoile. Et on a une horloge là derrière moi qui permettait de voir à quelle heure passe cette étoile. Et entre les deux, il s'est écoulé pile le temps de rotation de la Terre sur elle-même, donc 23h56 et 4 secondes. Et donc c'est avec ce temps assez régulier qu'on arrivait à définir la seconde. Et voilà, à vérifier en fait l'horloge maîtresse, là, on pouvait dire si elle retardait ou elle avançait par rapport au temps donné par les étoiles. C'est ainsi qu'on certifiait le temps, c'était aussi commercial. Du coup, ça permettait effectivement d'avoir ce qu'on appelle un service chronométrique. Donc ça permet de faire des observations aussi des quarts du ciel, de comprendre les étoiles. Mais il y avait aussi cet aspect de pouvoir rendre un service chronométrique aux horlogers de la région. Et puisqu'on savait fabriquer le temps, on avait la seconde ici, on possédait la seconde, donc on pouvait vérifier les montres et voir si elles étaient de bonne qualité, les chronomètres. On continue à le faire d'ailleurs un petit peu. On continue à le faire ici dans ce labo. Et justement, à cette époque, je reviens aux femmes, à cette époque, quelle place occupaient les femmes? Les femmes, elles faisaient les calculs. Donc il y avait l'astronome et son assistant qui faisaient les observations. Et ensuite, elle faisait un peu le traitement des données, on va dire. Elle faisait les calculs, on les appelait les calculatrices. Voilà, c'était la place des femmes à l'Observatoire de Besançon. Parce qu'elle coûtait moins cher? Oui, ça coûtait moins cher, oui. Ça coûtait moins cher. Bon, ça a évolué. Aujourd'hui, ça coûte pas moins cher, une femme. On a les mêmes grilles de salaire que les hommes dans la fonction publique. Donc ça a un peu quand même évolué. Oui. Pourtant, les femmes ont été à l'origine de grandes découvertes dans l'astronomie. Mais à chaque fois, c'était des assistantes. Oui, enfin, c'est beaucoup le cas, je pense, pas qu'en astronomie d'ailleurs, dans les sciences. Mais oui. Aujourd'hui, vous êtes combien de femmes astronomes en France? En France, alors, on est un quart. On est un quart Sur 300 astronomes? Alors un peu plus parce que on doit être un millier à peu près. On doit être un petit millier de... Oui, je pense qu'on est... Voilà, on doit être 250 sur 1000 chercheuses en astrophysique. Donc c'est encore une faible part. Il y a quelques années, c'était plutôt 30%. Donc on est passé de 30% à 25%. On a passé d'un tiers à un quart. Et vous avez d'ailleurs une place à la direction du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Est-ce que c'est difficile d'occuper des postes à responsabilité quand on est une femme scientifique? Est-ce que c'est difficile d'avoir une légitimité aussi? Je sais pas s'il faudrait que je sois un homme pour pouvoir faire la comparaison. Mais c'est vrai que le fait déjà qu'on soit moins nombreuses fait que naturellement il y a moins de femmes qui prennent ces responsabilités. Je ne sais pas si les motivations sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Alors après, on ne peut pas généraliser, chacun a sa personnalité, mais c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai voulu prendre ces responsabilités, c'était pas d'un but, c'était pas un but carriériste, on va dire, c'était parce que j'étais soucieuse de donner aussi une part de mon temps, plus pour un travail au niveau de la collectivité, de la communauté scientifique. Et c'est vrai que moi j'ai commencé un petit peu, et puis quand on commence à mettre un peu le doigt dans l'engrenage, c'est vrai qu'on est après souvent sollicité aussi pour faire ce genre de choses. Voilà. Vous faites aussi des interventions dans les collèges et les lycées. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes hommes et aux jeunes filles en particulier qui sont passionnés d'astronomie et qui n'oseraient peut-être pas se lancer dans des études aussi longues? Ce qui compte, c'est la motivation. Donc vraiment, s'ils sont motivés, déjà s'ils aiment les matières scientifiques, puisque de toute façon, on fait quand même la plupart des études, les 5 premières années d'études, c'est des maths et de la physique. Les 4 premières années d'études, c'est des maths et de la physique. On commence seulement à faire un peu d'astrophysique, de spécialiser 5 ans après le bac. Donc voilà, il faut quand même aimer un minimum les maths et physique, ou en tout cas être bon, à l'aise avec ces matières.
Et puis après, bah, c'est juste la motivation. Si vous avez envie de le faire, si vous êtes motivé, allez-y, même s'il n'y a aucune certitude d'avoir parce que c'est quand même c'est pas très ouvert, hein, comme je parlais, quand on passait des concours, faut les passer voilà, plusieurs années. Il y en a, tout le monde n'a pas le concours à la fin. Donc ça, voilà. C'est pas parce qu'on fait des études, une thèse en astronomie qu'on arrive à être astronome derrière. Donc faut juste pas se poser cette question, voilà, c'est juste une histoire de motivation. Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes de genre par rapport à l'étude des matières scientifiques? Est-ce que les filles ne sont pas aussi bonnes dans les matières scientifiques? Est-ce que ça perdure, vous pensez? Oui, en fait, ça a même empiré là avec ce qui a été remarqué, c'est qu'avec la réforme du bac là, il y a quelques années, où je ne sais même pas quand c'était, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, où on choisit un peu ces matières. En fait, a montré, alors ça a vidé, ça a pas mal vidé les filières scientifiques. Alors pas que pour les femmes d'ailleurs, il y a eu un peu une baisse des étudiants dans les matières scientifiques suite à cette réforme. Et bon, qui du coup aggrave encore plus le fait qu'il y ait très peu de filles qui sont dans ces formations scientifiques. Et je pense que c'est effectivement c'est ancré, quoi. C'est des stéréotypes de genre, mais qui sont ancrés aussi chez les jeunes filles. Hein. Vous, on a cherché à vous dissuader ou pas? Non, on n'a pas cherché à me dissuader. En fait, c'est vrai que comme j'étais, depuis le collège-lycée, j'étais déjà bien à l'aise dans les matières scientifiques. C'était assez naturel que je continue. Vous le dites aussi, vous êtes une mère de famille, vous avez 3 filles. Vous avez même passé donc votre thèse alors que vous étiez enceinte. C'est important pour vous de raconter ça? Ben oui, c'est important parce que c'est vrai que en fait, quand je regarde autour de moi, mes collègues femmes, la plupart sont, alors soit n'ont pas d'enfants. Enfin, non, elles ont quand même des enfants, mais elles les ont assez tard, en fait. Donc déjà, ce sont des études longues. Et voilà, moi, j'ai eu ma thèse à 25 ans. Après, voilà, si je m'étais dit, bon, j'attends d'avoir un poste sans être sûre d'en avoir. Bon, la question s'est pas posée. À un moment, j'avais envie d'être maman et mon mari aussi. Et, on savait qu'on aurait, de toute façon, on aurait un métier, enfin, voilà. Donc, qu'on arriverait à assumer de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc, on s'est pas posé la question. Et effectivement, j'ai eu ma première fille une semaine après ma soutenance de thèse. Et j'ai eu de la chance parce que s'il avait fallu, si c'était arrivé dans l'autre sens, qui fait de se replonger après dans une soutenance de thèse avec un bébé, ça aurait été plus difficile. Mais voilà. Mais ça, vous aimez en parler et vous le dites, voilà. Disons que pour montrer que c'est possible, quoi, que c'est pas incompatible, c'est pas complètement incompatible. Céline Rélais, j'ai envie de parler aussi avec vous de l'avenir, parce que comme beaucoup d'activités humaines, les sciences astronomiques contribuent d'une certaine manière au réchauffement climatique, en grande partie à cause de la construction des observatoires, le lancement de missions spatiales. Est-ce que c'est une tendance qui est à la hausse selon vous? Est-ce que c'est une préoccupation aussi pour vous? C'est une préoccupation depuis plusieurs années, je dirais. Et en fait, au niveau, donc là vous parliez du fait que j'ai un poste de direction, enfin que j'occupe une fonction de direction au CNRS, c'est dans l'Institut national des sciences de l'univers, donc qui regroupe à la fois les sciences de la Terre et l'astronomie. Et parmi ces personnes donc, de cette communauté de l'Institut national des sciences de l'univers et de la Terre, finalement, c'est les astronomes qui en ont plus parlé au départ, qui sont plus préoccupés de ça, alors que c'est pas nous, contrairement aux collègues qui sont climatologues, qui travaillent sur les océans, voilà, donc c'est pas le cœur de métier finalement de comprendre le réchauffement climatique, mais il y a eu quand même cette prise de conscience que voilà, qu'on était aussi un peu pollueur avec effectivement quand on lance un satellite, ça voilà, c'est un certain coût, mais aussi beaucoup de la pollution quelque part. Après, ça reste quand même.
modéré, on ne lance pas un satellite par jour, hein, ni même pour l'observation. Et donc c'est différent de tous ces satellites commerciaux là, qui sont lancés de manière massive. Oui, vous pensez notamment au programme d'Elon Musk, qui est complètement démentiel, avec 6000, je crois, satellites Starlink mis en orbite, et je crois qu'il veut en mettre 12 000 ou 40 000 à terme. C'est assez démentiel. Ça, c'est une menace pour votre travail. Est-ce qu'il faudrait réguler ? C'est un peu embêtant parce que même si, alors on les voit à l'œil nu, on les voit au moment où ils sont lancés et qu'ils sont encore en orbite relativement basse. Ils sont encore éclairés par le soleil. On les voit éclairés par le soleil. Par contre, on les voit plus après à l'œil nu, mais si on regarde avec un télescope de 1 mètre, 4 mètres, 8 mètres de diamètre, ben là ils sont très visibles en fait sur les images. Alors, quand c'est de temps en temps un satellite qui passe, ça va. Il y a une observation qu'on va pas pouvoir utiliser, mais c'est de manière un peu marginale. Ça arrive pas très souvent, mais s'il y en a 40 000, ça veut dire que la plupart des images vont être polluées en fait par ces petites traces de satellites qui passent devant la galaxie qu'on est en train d'observer ou la planète. Donc ça va complexifier votre travail. Donc ça peut complexifier le travail. Donc je pense qu'il y a quand même des réflexions qui se font au sein de l'Union astronomique internationale, qui regroupe en fait c'est une association qui regroupe tous les astrophysiciens du monde professionnels du monde entier, qui réfléchit quand même à ça, comment mieux travailler pour prendre en compte, pour pouvoir anticiper un petit peu ce passage, savoir quelle zone du ciel ne pas observer à tel moment, ou ces choses comme ça, mais c'est sûr que c'est complexe. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est les émissions radio. En fait, les émissions radio de ces satellites polluent complètement le ciel radio, donc les astres émettent aussi des ondes radio, et ça c'est quelque chose qui permet de comprendre énormément de choses, notamment sur la formation des étoiles, ce qui permet d'avoir la composition des nuages moléculaires dans lesquels se forment les étoiles, ces molécules qui émettent dans le domaine radio. Il y a des zones en fait, des fréquences du coup qui sont complètement polluées par ces satellites. Céline Rélais, c'est quoi votre quête ultime? Est-ce que quand on est astronome comme vous, on a dans un coin de notre tête l'idée qu'on découvrira peut-être une planète Terre bis? Oui, alors c'est sûr que je pense mes collègues qui travaillent vraiment, qui étudient les exoplanètes et qui font des recherches d'exoplanètes, je pense qu'effectivement c'est le Graal, ça serait en fait de découvrir. Donc les terres bis, on commence à les découvrir autour d'autres étoiles. Ce sont des planètes a priori rocheuses, qui sont suffisamment proches de l'étoile, mais pas trop pour être juste au bon endroit, ce qu'on appelle la zone habitable, où l'eau peut être sous forme liquide. Plus près, elle est gazeuse, plus loin, elle est glacée. Et on sait que l'eau est certainement un vecteur très important dans l'apparition de la vie, puisque l'eau permet notamment de transporter des molécules qui vont pouvoir devenir des acides aminés, des briques du vivant qui forment l'ADN. Et donc là, on en est à ce stade-là, à avoir la capacité d'observation et instrumentale pour pouvoir détecter ce qu'on appelle des biosignatures, donc des molécules sur d'autres planètes qui seraient la preuve qu'il y a la vie ailleurs que sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la prochaine grande question, qui est en fait une question assez sociétale aussi, de savoir que sommes-nous seuls en ce moment dans l'univers ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe la communauté astronomique en général, mais c'est pas là-dessus que je travaille. Moi, c'est plus comprendre de quoi est fait la Voie lactée, combien il y a d'étoiles, quelle taille elle a, comment elle évolue, comment elle s'est formée, et en particulier avec un petit focus sur ces naines brunes là. Et récemment, il y a quelques années, j'avais publié
un catalogue, une liste de tout ce qui se trouvait très proche du Soleil. Alors très proche, c'est une trentaine d'années-lumière. Alors c'est très proche si on compare le disque de la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière. Donc là, on est vraiment dans le quartier, là on reste dans le quartier. Et en fait, on a dans ce volume-là de 30 années-lumière, ce qu'on s'attend à découvrir encore, c'est des exoplanètes, beaucoup d'exoplanètes, mais peut-être aussi des naines brunes isolées, très froides, qu'on n'aurait pas encore découvert, alors que c'est juste à côté de chez nous. Donc ça serait une belle découverte de découvrir en fait quelque chose qui est plus proche du Soleil que ne l'est l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure. Ça, c'est votre espoir. Oui, alors celle peut-être elle n'existe pas, hein, mais ça serait une découverte assez rigolote. Merci beaucoup Céline Rélé, merci de nous avoir emmenés avec vous dans les étoiles, et peut-être que ça donnera envie à certains ou certaines d'emprunter la même voie que vous. Merci à vous.